vous avez abordé le thème de la responsabilité. Hein. C'est ce qui est revenu presque tout au long de la journée dans la discussion qu'on a eue là-dessus. Qui est responsable quand un consommateur se retrouve devant un conseiller? Est-ce que le conseiller est seul responsable? Ce conseiller qui utilise un outil qui lui est donné par son entreprise, cette entreprise qui utilise un outil, qui utilise un tiers parti, comment on détermine ces responsables-là? Peut-être que M. Gauthier, vous auriez quelque chose à dire là-dessus. Si vous permettez, je vais juste faire une petite digression, mais j'y reviens sur la question de la responsabilité très indirectement, mais répéter en fait la chose que j'ai dite à Élise. J'ai l'impression que vous connaissez Élise, mais c'est juste pour essayer de me... Alors ça, c'est un exemple typique de la technologie qui n'est pas neutre, en fait, parce qu'on a un trait lumineux qui nous... c'est ça que je me suis... qui a une influence directe sur une manière d'agir. J'ai le privilège d'être sur un groupe consultatif où on avait eu à donner un avis consultatif et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première chose, d'habitude moi j'aime bien laisser parler de moi, puis je suis intervenu en premier pour dire que j'adorais ce document-là. J'ai beaucoup aimé ce document parce qu'il va à une étape plus loin que justement les codes éthiques de type Déclaration de Montréal. On a identifié 300-400 codes différents sur l'IA entre 2019 et 2022. Il y a eu une explosion de différents codes, et là on va plus loin, sans aller jusqu'à l'étape de la loi. Et moi je ne vais pas je ne réponds pas au phénomène de l'urgence là que l'on voit souvent. Il faut vite intervenir. Je ne crois pas qu'il y ait d'urgence particulière pour agir là-dessus. Il va falloir qu'on le fasse à un moment donné. Mais j'aime bien ce texte-là, et puis je reviens sur votre question de la responsabilité, d'une part parce que, sans aller jusqu'à l'étape de la loi, on a dans ce texte-là un moyen d'identifier des obligations un peu plus précises que ce qu'on trouve. Le principe de responsabilité est un des 10 principes de la Déclaration de Montréal, mais on ne dit absolument pas comment on le réalise. Là, sans aller très dans la précision, on va quand même un petit peu plus loin en établissant notamment des liens avec les meilleures pratiques, des éventuels standards, on pourra en reparler, on en a parlé ce midi. Mais également aussi, ce que j'aime bien en termes de responsabilité, c'est l'implication de l'AMF. L'AMF, malheureusement dans le domaine du numérique, l'État a plutôt tendance à être en retrait et à ne pas vouloir intervenir. Et l'AMF a décidé de dire, moi je vais agir, parce que ma mission fondamentale de protéger le consommateur est susceptible d'être remis en cause. Et d'autant que l'AMF, et puis je la compare avec d'autres, je peux la comparer avec la CAI, ou des instances fédérales comme le commissariat à la vie privée, qui n'a aucun pouvoir de sanction. L'AMF a un pouvoir d'investigation, un pouvoir de sanction, et c'est un pouvoir avec certains moyens quand on compare à d'autres. Je suis sûr que vous avez plus de moyens, mais quand on se compare, on se console. Donc c'est important, dans le domaine de la FinTech, de voir que l'État n'est pas en retrait. Et malheureusement, très souvent, c'est pour ça qu'on a une vision pas contradictoire, encore une fois avec Cédric, mais un angle de vue différent, c'est que très souvent dans le numérique, l'État a tendance à être plutôt en retrait et à laisser autoréguler, Et là, encore une fois, sans aller encore, mais j'imagine qu'à un moment donné, il y en aura une loi, mais on veut, il y a une prise de l'espace. L'espace est considéré, et c'est pour ça que moi j'aimais bien que l'AMF soit... En termes de responsabilité, il y a des principes substantiels, et en fait on revient à quoi? On revient au principe de à quoi sert le droit depuis les Grecs. Le droit, il sert à quoi? Il sert à sanctionner, donc il faut qu'on ait des principes sur lesquels se baser, un référentiel sur l'enjeu, et il sert à guider. C'est-à-dire, toi, entreprise qui propose des différents produits, voici un certain nombre de mesures. Donc, je pense, effectivement, il y a différentes étapes avant d'arriver à la loi, mais ces deux fonctions-là devront être réalisées. Ce code de conduite, ou ce code de pratique, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me souviens plus, va dans cette direction-là, et il va falloir qu'on précise ces deux fonctions fondamentales du droit, au-delà de l'éthique, donc qui est de sanctionner et de guider j'aime pas le terme, mais les parties prenantes en cause. Peut-être dernier point, j'aime aussi beaucoup l'approche où on va consulter les parties prenantes. C'est dans l'air du temps, mais très souvent aussi, cette approche participative, là, je sais que mon collègue Neuro, là, je
c'est pas encore public, hein, mais va déposer une immense demande sur l'approche participative, sur comment impliquer les différents acteurs. Cette approche dans le domaine numérique est particulièrement importante pour, je dirais, compenser la rapidité évolutive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver du haut vers le bas en disant « faites comme ça ». Et donc, il faut faire maturer les réflexions avec des vrais critères d'identification de qui parle au nom de qui, des vrais critères de représentativité, d'effectivité, de légitimité, ce qu'on n'en trouve pas on parle souvent des normes ISO par exemple. Ouais. Les normes ISO sont une surreprésentation des standards, enfin des visions économiques. Et donc cette approche participative est pas tout à fait représentative et donc à conseiller comme externe. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sandrine, ce document? Est-ce que ça vous rassure, vous, en tant que spécialiste de marketing numérique pour les consommateurs? Alors oui, tout à fait. En fait, je pensais à votre question sur la responsabilité. C'était très juste de demander, mais finalement, qui est responsable et comment on attribue finalement la part de responsabilité. Et là, ça m'amène finalement à penser d'une certaine façon au rôle des concepteurs. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui me connaissent moins, moi je suis en marketing numérique, oui c'est vrai, parce que vous savez quand on fait ses études, à un moment donné il faut qu'il y ait un poste quelque part dans une université, un doctorat. Mais en réalité mon champ d'expertise, moi c'est vraiment l'expérience utilisateur. Je suis ergonome de formation en ergonomie cognitive. Et donc on se retrouve aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle, où on va devoir inverser la tendance. Alors, si vous me permettez un tout petit retour historique, depuis la conception donc très massive, ou je devrais dire depuis la omniprésence des outils technologiques dans nos vies, tout ce qui a été fait par les concepteurs de façon générale, les designers de produits et de services numériques, était de faciliter l'utilisation. Tout le monde a entendu parler d'utilisabilité, de facilité d'utilisation, usability, expérience utilisateur, on considère même les émotions, pas juste la cognition, la satisfaction, etc., etc. Et là, on se retrouve dans une situation où, avec l'intelligence artificielle, la facilité, elle est juste trop grande. Donc, comme Cédric disait tantôt, le problème aujourd'hui, c'est qu'on va faire ce qu'on faisait avant en 10 heures, en 1 heure. Et ça, c'est très tentant et c'est très risqué dans ce sens-là. Et là, il faut protéger l'humain de ses propres, je dirais, comment je pourrais dire, de ses propres failles. C'est-à-dire que l'humain, il va toujours chercher la facilité. On le sait, c'est normal. Et donc, dans ce sens-là, avec l'intelligence artificielle, les designers, si vous voulez, ont une nouvelle responsabilité qui est celle de réintroduire de la friction dans le dialogue humain-machine. Pourquoi? Parce que justement, ça a tellement l'air trop naturel. Là, on converse, on nous répond, et ça a l'air tout à fait sensé. Évidemment, si on s'y attarde un peu, on trouve plein d'erreurs, etc. Mais de façon simple, c'est trop simple. Et c'est dangereux. Et il faut rappeler constamment que non, c'est un système d'IA. Là, je vais reprendre les mots de ma collègue Marie-Jean Meur, à l'Université du Québec à Montréal, qui est en informatique et qui répète tout le temps, il faudrait qu'on arrête d'appeler les IA. Il faut qu'on les appelle des systèmes d'IA. Parce que quand on dit une IA, ça a presque l'air de l'INA ou d'une personne. Non, 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 c'est un système d'IA. Il faut se rappeler que c'est un système. Les algorithmes ne sont que finalement des logiciels. C'est juste qu'ils ont des puissances différentes de calcul et d'apprentissage, etc. Mais au final, ce sont des systèmes informatiques automatisés. Là, faut pas rêver. Et donc, c'est ça. On se retrouve vraiment à une ère où il y a une nouvelle responsabilité qui s'ajoute au niveau des designers. Autrefois, donc, c'était faciliter l'utilisation pour finalement satisfaire, si je peux dire, les modèles d'affaires, parce qu'on s'entend qu'on facilite l'utilisation dans la direction qui intéresse le modèle d'affaires. Hein, on ne facilite pas l'utilisation dans un sens qui ne correspond pas. Alors là, dans ce cas-là, c'est vraiment en anglais, on dit human-computer interaction, donc une interaction humain-machine qui doit être centrée, dans ce cas-là, sur justement la protection de l'humain face à la machine et non plus juste de faciliter l'utilisation
de la machine par l'humain. Et ça va être vraiment important de remettre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ramener de la friction? C'est-à-dire que au lieu d'aller dans la direction d'une interface transparente, où on ne la voit plus, on s'en rend plus compte, au contraire, on va aller vers une interface qui va constamment nous rappeler, êtes-vous sûr? Rappelez-vous, vous savez bien que c'est une intelligence artificielle ici qui vous parle. Avez-vous vérifié les données que je vous ai présentées? Êtes-vous conscient que ma base de données s'arrête en 2021? Peu importe, mais il va falloir rappeler ça pour que les gens soient protégés d'eux-mêmes. Donc je pense que les consommateurs gagneraient beaucoup à ça, et les designers à ajouter cette nouvelle responsabilité à leur profession. Intéressant.